Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Clément Bouhélier. Clément est auteur, mais il est également expert du référencement web. Ancien journaliste, il est donc toujours resté dans l'univers des mots. Autrefois attiré par la politique, son engagement est désormais sur le terrain dans les associations, ou aussi dans le message social qu'il délivre de manière subliminale ou pas dans ses romans. Bonjour Clément, bienvenue. Bonjour Mickaël, et merci beaucoup de ton accueil et de ton invitation. C'est un plaisir, j'ai toujours été intrigué par ton parcours, par ton profil et par tes écrits. Donc c'est moi qui te remercie aussi de prendre du temps sur ta période d'écriture pour venir discuter avec moi pour le podcast. D'ailleurs, tu me disais que tu écris généralement entre 20h et 22h, donc toi t'es plutôt du soir. C'est comme ça que tu t'organises pour tes sagas? Ouais, c'est un peu une nécessité en fait. J'ai je dirais non pas une double mais une triple vie depuis 2 ans parce que j'ai mon activité professionnelle, hein, tu l'as dit, le référencement web. J'ai donc l'écriture et en plus je suis papa depuis 2 ans d'un petit garçon, donc ça force à s'organiser pas mal. Et du coup, concrètement, oui, j'écris quand il est couché, donc à partir de 20h le soir en général. De temps en temps sur ses siestes le week-end, donc ça force à être très régulier, disons. Mmh. J'aime beaucoup, alors t'as peut-être entendu dans les précédents podcasts, mais j'aime beaucoup parler des débuts, de leurs débuts avec mes invités. Et donc, voilà, je te pose la question traditionnelle, c'est comment est-ce que tu as commencé dans l'écriture? Waouh, si tu te souviens. Ouais, c'est difficile d'y répondre. J'ai toujours aimé ça, en fait, je crois. J'ai eu de la chance, j'ai eu des parents qui m'ont mis des livres entre les mains quand j'étais tout jeune, hein. Je sais pas si tu connais le Club des 5, j'imagine que oui. Le Clan des 7, ce genre de truc. C'était, je pense que c'était déjà plus tout à fait ma génération, mais en tout cas, ils m'ont mis ce genre de livre dans les mains. Donc ça, c'était sympa. Je sais pas si t'as connu aussi l'Angelot. C'était, je crois, la Bibliothèque Verte. C'était un espèce d'espion en période gaulliste. C'était plutôt rigolo. Où il y avait un message très franco-français, patriotique, mais je me rappelle avoir dévoré ça. Et à côté de ça, j'aimais bien les travaux d'expression écrite à l'école, et comme je suis, je pense, de nature un peu feignant, je reste un petit peu dans ma zone de confort, et ça, c'était ma zone de confort, hein, je pense, le fait d'écrire. Et donc du coup, j'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, en fait, essayé d'écrire des histoires. C'était vraiment quelque chose qui m'amusait. Je me souviens plus tard, quand j'étais étudiant, j'ai écrit une espèce de remake de la guerre de Troie, qui n'a jamais du tout été publié, hein, mais voilà, c'était un truc qui m'a fait marrer. Et du coup, j'ai écrit un truc un peu plus sérieux un courant 2015-2016 que j'ai soumis à quelques éditeurs, dont les éditions critiques, hein, qui sont basées à Rennes. Oui. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un retour positif de leur part pour une publication. Ok, c'est un début sur les chapeaux de roue, quoi, directement avec un roman, du coup. Oui, effectivement, ouais, ça a été assez rapide. C'est le premier roman que j'ai soumis et il a été accepté, donc j'imagine que tout le monde a pas cette chance, hein. C'est très très valorisant, très flatteur, très encourageant pour quelqu'un qui écrit. Je pense quand même qu'il faut se le dire, il y a une part de chance aussi, hein, c'est-à-dire les éditeurs reçoivent énormément de production, et je pense qu'il y a beaucoup de choses de qualité et que malheureusement tout ne peut pas forcément être retenu. Donc ouais, il y a quand même aussi, je pense, une part de chance là-dedans. Il y a beaucoup d'auteurs qui commencent d'autrices qui commencent par la nouvelle. Est-ce que toi c'est un format que tu as tenté, ou est-ce que c'est plus dans le format long directement? Autant que je me souvienne, non, j'ai toujours plutôt fait des choses longues. L'exercice de la nouvelle, pour moi, il est difficile. Alors, j'en ai écrit quelques-unes, notamment dans l'univers de Langar. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Mais l'exercice de la nouvelle, pour moi, est complexe. Enfin, je suis assez admiratif, d'ailleurs, des autrices ou auteurs qui arrivent à installer si vite une atmosphère, une ambiance. Moi, il me faut du temps. Donc non, j'ai pas commencé par la nouvelle, j'en écris assez peu,
Et je pense que justement un de mes petits challenges dans les mois ou années à venir, ça serait d'en écrire davantage, parce que vraiment je suis admiratif des personnes qui arrivent à rédiger des nouvelles qui vous prennent aux tripes tout de suite. Oui, très intéressant. Mais du coup, on va revenir un peu à Critique. Ton premier roman, c'était donc Chaos, c'est celui-là que tu as... C'est ça, ouais, tout à fait. Présenté chez Critique, ok. Tu peux en dire plus? Le pitch m'évoque quelque chose, mais voilà, ça m'a l'air extrêmement, comment dire, ancré dans l'actualité en fait. Ouais, bah, c'est pas tout à fait sans raison en fait. Quand j'ai écrit Chaos, j'étais encore journaliste. Je travaillais au Dauphiné Libéré en Isère, à Bourgoin-Jallieu très exactement, donc le Nord Isère. Il se trouve que j'avais un peu de temps pour moi le soir pour écrire. Et Chaos est né en fait de ce que je vivais un peu quotidiennement dans le cadre de mon métier, et plus particulièrement de deux choses. La première, c'est j'avais fait un reportage qui m'avait marqué sur alors je ne sais plus le nom, je suis désolé, mais c'est une structure qui avait pour vocation d'accueillir des personnes qui étaient soit en situation, qui étaient malades, qui souffraient de la maladie d'Alzheimer, soit des maladies ou des troubles apparentés. Et donc c'était quelque chose d'assez compliqué humainement à couvrir, parce que c'est des personnes qui pouvaient ne pas reconnaître leurs proches. Donc c'était quelque chose de douloureux. J'ai pu interroger quelques proches et vous avez votre papa, votre maman qui vous reconnaît plus. Et je me rappelle aussi d'ailleurs que j'étais retourné l'après-midi. J'avais fait mon reportage le matin, j'étais retourné l'après-midi pour prendre des photos. Et entre-temps, certaines personnes avaient déjà oublié qui j'étais, ce que j'avais fait, etc. Donc voilà, ça avait été relativement éprouvant comme reportage, et donc ça c'est une thématique du coup la mémoire que j'aborde dans Chaos. Et l'autre événement qui m'a marqué, je sais pas si j'imagine que tu te souviens, c'était l'épidémie de H1N1. Alors c'était quelque part une sorte de préquel à ce qu'on a vécu récemment, c'était frappant aussi parce qu'il y a eu alors c'est très vite passé autant que je me souvienne, mais il y a eu cette espèce de période de je dirais pas de chaos, mais de ruée sur les centres de vaccination, et c'était assez fou de voir à quel point les gens se précipitaient pour recevoir leur piqûre. Alors je les comprends, j'ai fait comme eux, mais il y avait une sorte de frénésie à vouloir absolument se protéger. Et il y avait cette maladie qui faisait un peu peur, qui était cette espèce de super grippe, qui rappelait peut-être déjà un peu le fléau de Stephen King. C'était quelque chose d'un peu effrayant. Et donc ça, c'est aussi une thématique que j'ai abordée dans Chaos. Donc c'est un premier roman qui s'est nourri vraiment de ce que j'ai pu vivre dans le cadre du journalisme. Mmh. Et du coup, tu as mixé, donc là, c'est un virus qui attaque la mémoire, qui fait perdre la mémoire. Exactement, voilà. C'est-à-dire c'est un virus, effectivement. Tu as tout résumé. C'est ça, c'est un virus qui est extrêmement contagieux et qui fait perdre la mémoire de la même manière en fait de la même manière. Je veux pas généraliser, mais pour les personnes atteintes des troubles d'Alzheimer ou apparentés, ce qui s'efface en premier, ce sont les souvenirs proches. Et ensuite la mémoire s'efface petit à petit, et là du coup en fait c'est ce qui se passe avec ce virus, c'est-à-dire c'est d'abord quelques trous de mémoire, on se rappelle plus bien ce qu'on a fait le matin, etc. Et petit à petit ça vous dévore complètement jusqu'à vous priver de toute identité. Donc oui, c'est ça, c'était l'histoire de ce virus, l'histoire de ce virus. Ça se passe dans ce contexte où le virus se répand à Paris, en France, dans le monde, etc. Alors comme c'est quand même un roman de science-fiction, il y avait là au-dessus des entités qui se bagarraient. Voilà, le virus n'est pas apparu par hasard dans ce roman. Ça m'évoque un petit peu aussi. Alors moi, tu connais peut-être pas, mais voilà, mes chevaux, mon dada, c'est un peu l'informatique, les IA, les réseaux sociaux, etc. J'ai pu voir ça. Ouais, ça m'évoque un peu le monde un peu aujourd'hui. Attaqué par les réseaux sociaux, en fait, ce virus un peu qui attaque la mémoire, qui attaque le cognitif, en fait. Ouais, il y avait cette idée-là. En tout cas, il y avait j'avais la volonté de faire, effectivement quelque chose qui
qui se répand très vite. Et j'ai essayé d'aborder un petit peu la thématique de l'information qui va à toute vitesse dans ce genre de situation. Voilà, c'est ce qu'on a vécu aussi, notamment avec ce qui est pas terminé, mais avec la crise du Covid, c'est-à-dire énormément d'informations, de fake news aussi qui partent dans tous les sens et dans lesquelles il n'est pas toujours évident de faire le tri. Et donc là, ce roman, donc tu l'as écrit avant de savoir, voilà, tu l'as packagé, écrit et envoyé à des éditeurs. Je crois que t'es toujours, t'es fidèle aux éditions critiques. Comment ça se passe? Tu les as rencontrés après? Quand t'as été accepté, t'as eu des échanges? Comment t'as travaillé avec eux en fait? Alors ce qui m'aide, c'est ce qui fait que je suis fidèle à cette maison, c'est qu'ils sont super sympas. Enfin, je sais pas trop si, j'ai déjà pu entendre des histoires d'auteurs qui ça se passe, pour lesquels la relation avec l'éditeur se passe pas forcément très bien. Pour lesquels c'est peut-être un petit peu plus directif. Moi, je trouve que Critique, au contraire, ils sont extrêmement bienveillants, accompagnants, et que tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est ça permet à l'œuvre que votre roman, en tout cas, de grandir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez eux, et ce, quelle que soit la personne avec laquelle on travaille. Donc il y a une sorte de tradition, je pense, dans cette maison d'édition qui fait qu'ils vous accompagnent bien, quoi. Tout simplement, c'est des gens qui aiment les livres, donc ça aide beaucoup, et c'est très sympa du coup de travailler avec eux. Et du coup, comment ça s'est fait? Simplement, en fait, je les avais contactés par la voie classique, c'est-à-dire il y avait un certain nombre de conditions qu'il fallait remplir pour leur envoyer le roman. Je me rappelle que le roman n'était pas terminé quand je l'aurais envoyé. Ils demandaient un certain nombre de pages ou de signes, je sais plus combien exactement, donc je leur ai envoyé ce que j'avais. À la suite de quoi, ça a pris quand même un peu de temps. Ils ont mis, je crois, 8 ou 9 mois à me répondre. Mais enfin, c'est le délai normal pour autant que j'ai pu voir en tout cas. Et ensuite, j'ai eu la chance la surprise de recevoir un mail du directeur des publications à l'époque, qui m'a contacté très simplement en disant voilà, on est intéressé, si le roman est toujours disponible, s'il n'a pas été placé ailleurs, on serait ravis de travailler avec toi. Et je me rappelle qu'une des choses qui m'avait étonné, c'est que on a signé un contrat avant que le roman soit même fini d'écrire. Donc ça, alors depuis, j'ai appris que c'était quelque chose d'assez courant dans le milieu de l'édition, mais sur le moment, ça m'a surpris. Ça m'a surpris que je puisse vendre quelque chose que je n'avais encore pas fait ou produit. Donc voilà. Et donc les choses se sont fait comme ça. Ensuite, il y a eu le travail traditionnel de relecture. Il y a une directrice de publication qui a suivi la fin de la rédaction et qui a assuré le rôle de correctrice. Et ensuite, oui, effectivement, je les ai rencontrés plusieurs fois, que ce soit en salon ou dans leur librairie, parce que Critique, il faut savoir, c'est aussi et avant tout une librairie. Et ils se sont mis à l'édition par passion, en fait, il y a quelques années de ça. Ok, très intéressant. T'avais déjà prévu de faire 2 tomes à ce moment-là, ou? Alors à l'époque, j'en avais même prévu 3. Disons que je voyais une histoire en 3 parties. J'avais pas forcément une idée de comment fallait que ça se divise, mais je voyais 3 parties dans mon histoire. Donc j'avais soumis cette idée-là à l'éditeur, qui a dit non, c'est trop long. Donc c'est pareil, à l'époque j'étais un peu naïf aussi, c'est-à-dire j'avais pas trop la vision du fait que plus un roman a de suite, moins il est facile à vendre, tout simplement. Donc c'est quand même un argument qui compte. Et donc du coup l'éditeur a dit non, on le coupera en 2. Donc voilà, pour des raisons simplement éditoriales, on a coupé KO en 2, mais à la base, voilà, j'avais pas d'idée spécialement préconçue. Très bien. Ensuite, tu as écrit, alors c'est classé un peu, certains disent thriller, horreur. Je parle du roman Passé déterré, donc qui est un peu à part dans ton parcours, qui est un peu différent. Tu peux nous parler du thème, comment tu es venu à cette idée-là? Ouais, ça c'était en fait à la base il y avait un souvenir. J'ai eu un super prof d'histoire qui nous a bien branchés sur la Seconde Guerre mondiale, sur la période de l'occupation, et qui nous avait expliqué, alors je l'expliquerai sûrement moins bien que lui, donc j'en suis navré par avance si j'emploie pas tout à fait les bons mots, mais en gros il nous a expliqué pendant et à la fin de la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu une sorte de phénomène d'amnésie collective, c'est-à-dire qu'on a pu en gros faire passer un petit peu dans le subconscient collectif
autant que ça puisse avoir un sens, hein, dit comme ça. Encore une fois, je l'exprime peut-être pas tout à fait comme il faudrait, mais en gros, tout ce qui a été sale, tout ce qui a été dégueulasse durant la période de l'occupation et tout ce à quoi on a éventuellement contribué ou participé de manière plus ou moins directe, tout ça est un peu refoulé, non seulement de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Et donc voilà, j'avais ce souvenir-là de ce cours qui, encore une fois, était vraiment super, très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire quelque chose qui s'ancrerait dans un univers un petit peu fantastique. Et donc m'est venue comme ça l'idée de passer des terrés, donc c'est-à-dire un village dans lequel il s'est passé des choses un peu monstrueuses pendant la Seconde Guerre mondiale et qui rejaillissent des années plus tard. Voilà, donc j'en dis pas trop plus pour pas spoiler. Ça commence par un accident de car, des enfants meurent, voilà, donc c'est quelque chose d'assez cruel, c'est d'ailleurs quelque chose que je pourrais plus du tout écrire maintenant, hein, que je suis papa. À l'époque ça m'était facile, maintenant je pourrais plus. Et du coup cet accident au départ va réveiller des choses dans le village. Et quelques années après l'accident, une dame qui a elle-même perdu son enfant dans cet accident va se retrouver en quelque sorte forcée d'enquêter sur ce qui s'est passé. Alors ce qui me frappe là, c'est que déjà ça me fait plaisir quand il y a des histoires de professeurs qui ont marqué en fait, parce que ça montre que voilà ce travail change des vies quelque part. Tout à fait. Et laisse des traces. Ah oui. D'ailleurs, je pense que c'est plus souvent qu'on ne croit. Peut-être qu'on l'exprime pas suffisamment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont certains très bons souvenirs de l'école, de certains profs, de certains instits. Et ouais, comme tu dis, ça c'est des choses précieuses. Et oui, enfin, je pense que toi comme moi, on a des souvenirs des souvenirs d'école, de collège, de lycée qui nous ont marqués de manière très positive. Ouais. Je sais pas si tu te souviens d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu il y a quelques temps sur des réseaux sociaux, peut-être quelques mois, ou peut-être quelques années, un mouvement qui justement consistait à dire je me rappelle de vous, monsieur ou madame machin, enfin en désignant un professeur qu'on a eu, parce que voilà, ce jour-là vous m'avez fait un compliment, m'avez encouragé, vous m'avez donné quelque part un sens, m'avez permis d'avancer, de grandir. Donc oui, je suis assez. Alors j'ai aussi un papa enseignant, donc ça aide ça aide à avoir plutôt une bonne vision de l'enseignement, je pense. Oui. Et donc là tu parlais d'un prof d'histoire et tes deux, alors autant chaos que passer déterré, ça parle de mémoire en fait. Donc c'est intéressant de voir le cheminement et comment ça s'est ancré très tôt dans ton œuvre, la mémoire. Ouais, probablement. Alors c'est traité de deux manières différentes, mais ouais, je pense que, enfin, c'est pareil. J'ai eu quelques cours de sociologie pendant mes études et je me rappelle encore une fois un prof qui nous disait finalement il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer par deux tendances dans quasiment toute société, la tendance à l'ordre, à l'immobilité, et la tendance au changement. Donc il y a constamment ces deux forces qui s'affrontent et la mémoire vient se glisser un petit peu au milieu de ça, c'est-à-dire elle réclame un peu son dû. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, je pense, de manière générale. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime bien aborder dans mes bouquins, effectivement. J'ai parlé je crois que c'est avec Estelle Faye sur ce podcast, qui disait qu'elle aime traiter les périodes dans l'histoire, les périodes charnières, en fait, celles où il y a on passe d'une époque à une autre, en fait, qui sont aussi. Ouais, c'est frappant. Alors j'ai pas lu tous les romans d'Estelle, mais notamment dans Les Seigneurs de Bohême, c'est le cas. Ouais, je me souviens qu'elle traite vraiment d'une période de transition. Pas en dire plus pour pas spoiler, mais ouais, c'est tout à fait ça. Et donc après tu as attaqué quelque chose de complètement différent et moi que je trouve un peu fou au fait quelque part, c'est tu t'es lancé dans la fantasy. Alors j'allais dire pure fantasy, mais bon, t'as mis ta marque personnelle. Comment tu t'es lancé dans ce genre-là? Est-ce que tu lis beaucoup de fantasy et c'est quelque chose qui te travaillait ou comment? Paradoxalement, non, pas trop. Justement, j'avais lu le roman d'Estelle avant, donc Les Seigneurs de Bohême. J'avais lu aussi un roman d'un autre auteur de critique, qui s'appelle Lionel Davoust, qui a écrit Port-d'âme notamment, dans son univers d'Evanégir, qui développe dans pas mal de directions. Je pense que tu connais. Oui. Tu connais, je crois d'ailleurs qu'il a eu l'occasion d'intervenir auprès de toi, Lionel.
Oui, oui, exactement. Et j'aime beaucoup d'ailleurs écouter son podcast. Enfin, c'est pas seulement le sien, mais Procrastination. Oui. Ouais, qui est excellent. Ouais. Tout à fait. Je recommande vivement aux personnes qui pourront nous écouter. Mais du coup, non, j'étais pas un très grand lecteur de fantasy, donc j'avais lu ces deux livres-là. La Tour sombre de Stephen King, parce que j'aime beaucoup Stephen King. J'avais lu aussi Les Yeux du dragon, toujours de Stephen King. Donc c'est un roman plus simple à aborder, mais qui, je pense, peut se classer aussi dans la thématique fantasy, hein, enfin dans ce tiroir-là. Mais en fait, je pense que non, c'est pas paradoxalement par le biais de l'amour de la fantasy que j'écris au Langar, c'est plutôt parce que c'était en quelque sorte, encore une fois, ma zone de confort, parce qu'il y a une enquête dans Langar. Donc du coup, effectivement, il y a des elfes, des nains, des orques, etc. Mais j'ai pas voulu d'une sorte de quête à la Seigneur des Anneaux, où on détruit un anneau, ou que sais-je. Là, je voulais vraiment des personnages qui trouvent des indices, qui s'acharnent un petit peu comme des flics, et qui vont remonter une piste doucement. Alors là, évidemment, il y a une histoire de complot, etc. Et il y a quand même tous les ingrédients de la fantasy. Peut-être simplement parce que j'aimais bien Warcraft quand j'étais jeune, donc voilà, c'est quelque chose qui rejaillit aussi dans Langar, hein, je pense. Et que j'aime bien Seigneur des Anneaux, voilà, cet univers-là. Mais voilà, en fait, ce qui m'a permis de me plonger réellement dans Langar, je crois vraiment que c'est le côté enquête. Quand j'ai tout à l'heure, je regardais un peu quelques avis sur Langar, comment les gens le percevaient, et quelqu'un parlait d'une fantaisie industrielle sociale avec des accents de steampunk et de western. Donc déjà c'est ultra alléchant, d'autres qui parlaient d'un thriller politique, et même quelqu'un disait germinal dans un univers de fantasy. Ah oui, j'ai lu ça. Donc en fait, oui, c'est ultra flatteur, et en fait, tu as glissé quand même une dimension sociale et politique quand même dans ton roman de fantasy. Ça touche un peu personnel, quoi. Ouais, c'était l'idée de départ, en fait. À la base, alors ce qui a joué aussi dans l'écriture de ce bouquin, c'est que j'étais à un changement de ma vie, en fait, professionnellement parlant. Bah, justement, je venais de quitter Vitacolo, donc l'association où j'ai travaillé quelques années. Et j'étais en période de chômage, tout simplement. Et je me suis dit, quitte à faire un boulot différent là dans les mois à venir, je vais aussi essayer d'écrire un roman un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Et il m'est venu cette idée de créer un univers un peu à la Tolkien, avec les orques, les nains, les elfes, etc. En reprenant un petit peu ces canons-là, mais en déplaçant tout ça dans un univers justement qui me parle peut-être davantage, donc un univers très 19e, parce que Langar, c'est un peu le Londres ou le Paris du 19e, avec ses beaux quartiers, etc., mais aussi avec ses quartiers crado, et avec sa masse ouvrière qui trime pour faire avancer ce monde-là. Donc voilà, ouais, j'ai glissé des choses très politiques. C'est aussi assez facile de s'inspirer de ce qu'on vit actuellement, hein, de le transposer dans le cadre de la fantasy, et en même temps la fantasy donne la liberté de s'affranchir d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'en gros on est très libre, quoi. On peut s'inspirer de choses politiques, là, notamment la collusion des intérêts privé et public, c'est très présent dans Langar, mais on peut aussi s'affranchir de ce dont on veut s'affranchir, quoi. Donc voilà, c'est très marrant de s'appuyer sur des choses existantes, notamment politiques, et en même temps de développer son propre univers. Voilà, une des autres choses qui m'a guidé, je crois, au moment où j'ai commencé à créer l'univers, c'était la question, tiens, qu'est-ce qui se serait passé si le roi de France avait, donc en 1789, finalement avait mieux compris le phénomène révolutionnaire, et qu'est-ce qui se serait passé s'il avait accepté ce qui a été le cas, hein, ce qui a été mis en place dans un premier temps, c'est-à-dire la monarchie, une monarchie parlementaire. Et donc, c'est pareil, ça m'a permis de créer au Langar avec un roi qui demeure en place, mais une société qui a avancé démocratiquement, qui a quand même des représentants, etc. Mais en même temps, du coup, une société où les nobles n'ont pas été complètement, enfin, de laquelle les nobles n'ont pas été complètement évincés, puisque il n'y a pas eu d'abolition des privilèges, etc. Puisque le roi a mieux géré le phénomène révolutionnaire. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'a permis de créer au Langar. Et pardon, je me rends compte que je suis peut-être parti très loin de ta question initiale.
Non, c'est passionnant, c'est voilà, ça, c'est vraiment, oui, c'est ouais, un cocktail détonnant là, que tu as composé. Tu as travaillé combien de temps sur parce que alors je sais qu'il y a un tome, enfin on va dire un premier épisode, Bancs et barricades, qui est en 2 tomes. Donc est-ce que c'était encore des raisons de format que c'est Ouais, tout à fait. En fait, à la base, c'était censé être un seul et même roman. En tout cas, dans ma tête, c'était le cas. Et simplement, en fait, je me suis laissé un peu emporter par la longueur du truc, ce qui est un de mes défauts. Et du coup, l'éditeur, quand il a vu la taille finale du roman, il a dit c'est pas possible qu'on le fasse en un seul tome, on va le faire en 2. Donc encore une fois, j'ai un éditeur cool qui accepte de me suivre dans des trucs comme ça. Et donc du coup, oui, on a publié Bancs et barricades en 2 tomes. Mais c'est bien une seule et même histoire. On l'a coupé à peu près au milieu, voilà. Et il se trouve d'ailleurs que, enfin, du coup, dans le découpage, ça va. Je trouve plutôt bien parce qu'il y a toute une première partie qui est plutôt axée sur le mouvement social et toute une deuxième partie qui est plus sur l'enquête de fond qui révèle le complot. Donc pour le coup, ça collait plutôt bien, je trouve. D'accord. J'ai vu que tu avais un prix pour ce premier tome. Ouais, la 25e heure du livre du Mans. Donc ouais, c'était très sympa à vivre. Et ça t'a aidé le prix pour diffuser, parce que, ouais. Ah oui, probablement un petit peu. Enfin, en termes de chiffres, je saurais pas te dire, mais ouais, sur le moment, j'ai signé pas mal de romans, et puis c'était simplement super cool à vivre. Je me rappelle que comment on était tous sur un seul et même stand. Je crois que c'était celui de l'Atalante, si je ne dis pas de bêtises. Parce que tous les éditeurs de science-fiction, fantasy, polar avaient pas forcément leur propre stand, donc du coup on partageait un seul stand et c'était super sympa. Je me rappelle avoir échangé avec Régis Godin notamment. Enfin c'était un moment très convivial, très plaisant. Je crois qu'il y avait Jean-Laurent Del Socorro aussi, avec qui j'avais pas mal parlé à ce moment-là, qui est un super auteur. Donc voilà, ouais, c'était un moment très cool. Au-delà du prix, j'ai beaucoup apprécié. Oui, moi je découvre un peu le milieu des salons, des rassemblements. Je vais le découvrir bientôt aux Imaginales, et c'est vrai que on sent qu'il y a une ambiance un peu particulière dans le milieu de l'imaginaire en France, et puis dans le milieu littéraire, il y a une forme de complicité où les auteurs sont souvent ravis de se retrouver, j'ai l'impression. Ouais, c'est pareil, c'est un monde que je connais pas forcément depuis extrêmement longtemps, mais que j'apprécie beaucoup. En tout cas, oui, on sent beaucoup de camaraderie. Oui, c'est des moments très plaisants. Enfin, je sais pas si on peut parler de petit milieu, mais en tout cas, oui, c'est un milieu où on fait vite des connaissances, où on va vite boire des coups après le salon. Voilà, c'est très plaisant. Et si tu découvres les Imaginales, tu verras que c'est un festival extraordinaire. Il y a énormément de choses à découvrir, énormément d'auteurs avec qui parler. Donc ouais, c'est très sympa, tu verras. Ouais, j'ai vu la liste des invités qui est complètement incroyable. Voilà, beaucoup d'auteurs. Voilà, ça va être très riche. Ah oui, puis des fois il y a des sacrées têtes d'affiche entre guillemets. Je me rappelle que la dernière année où j'ai pu y participer, je crois qu'il y avait Alain Damasio et Robin Hobb l'année précédente. Donc oui, il y a vraiment des très beaux noms qui viennent aux Imaginales. Bon, je suis impatient aussi. On s'y croisera certainement. Ah avec plaisir, oui, j'y serai, sauf accident. Ouais. C'est très bien. Tu as, alors, Hollangar, tu as fait un tome, une histoire, un épisode découpé en 2 tomes, mais tu as fait une suite, une cité en flammes. Donc je crois avoir lu que tu disais que ça t'est venu, t'avais pas prévu ça au départ, mais que ça t'est venu dans la rédaction en cours de route, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, à la base, j'étais pas du tout parti pour faire une série. Je voulais vraiment un tome qui se termine. Donc, Bancs et barricades, c'est vraiment l'idée on a une jeune fille, une noble, qui arrive à Hollangar pour résoudre le mystère en fait de la mort de son frère. Son frère, selon elle, a été assassiné. Selon les autorités, c'est un accident. Donc elle se met à enquêter. Pour les besoins de son enquête, elle a besoin de faire sortir de prison un elfe
qui s'appelle Thorgend, qui est un alcoolique notoire, qui a un passé très lourd et qui, lui, son moteur, ça va être de faire un petit peu la paix avec son propre passé. Donc, il va aider cette jeune femme notamment pour ça. Donc, elle manque pas de courage, mais elle manque de connaissances sur cette ville. Hein. Donc, d'où son association avec Thorgend. Et du coup, elle s'associe aussi avec un nain très syndiqué, et au fur et à mesure de leur enquête et de leur pérégrination, ils découvrent qu'il y a un complot majeur et que la mort du frère de la jeune fille, c'est finalement qu'un tout petit bout du complot gigantesque qui menace le royaume. Et donc à la fin, tout ça est conclu, c'est-à-dire qu'on sait qui, quoi, comment, pourquoi, quand. Ça j'y tenais. Donc à la fin des 2 tomes de Bancs et Barricades, l'affaire est close. Et chaque personnage a réglé un peu ce qu'il devait, mais effectivement, il y a d'autres choses qui me sont venues en cours de rédaction, et je me suis dit en écrivant que certains personnages à la fin de ce tome avaient peut-être pas réglé tout ce qu'ils avaient à régler. Alors pour certains oui, mais pour d'autres non, et notamment Evina, donc l'héroïne, elle est confrontée à d'autres responsabilités à la fin de Bancs et Barricades. J'en dis pas plus pour éviter de spoiler. Oui. Et donc du coup ça introduisait assez facilement un tome 2, et dans le tome 2 j'avais envie d'explorer d'autres choses, les thématiques de pollution, notamment de terrorisme, que j'avais pas forcément mis en avant dans Bancs et Barricades, alors que ça faisait partie de mes idées premières. Finalement je les avais un peu mises de côté, et donc du coup faire un tome 2 ça m'a servi à réexploiter ces thématiques là. Okay. Et là pour le coup j'ai réussi à me tenir à une rédaction un petit peu plus contenue, puisque nous avons pu publier Une cité en flammes, mon éditeur et moi, en un seul et même tome. Donc voilà, j'ai progressé, comme quoi je ne suis pas une cause perdue. Oui, c'est intéressant comme tu utilises la fiction, la science-fiction, la fantasy pour raccrocher vraiment un autre monde à la réalité. Même dans le fantastique aussi, je trouve vraiment qu'on sous-estime, enfin en tout cas les gens qui ne sont pas familiers avec ces gens-là sous-estiment la manière dont des passerelles sont faites avec des problématiques purement humaines ou sociétales, quoi. Ouais, donc, c'est tout à fait mon avis. En tout cas, je pense que dans beaucoup de cas, la science-fiction ou le fantastique servent en fait à nous parler de nous, de nos névroses, de notre époque, de nos travers et de ce qui nous guette. Et d'ailleurs, je trouve que certaines fois, la réalité dépasse largement la fiction ou la science-fiction. Hein. Mais oui. Voilà. Mais du coup, oui, effectivement, c'est des manières de nous alerter. Sur nos rapports à certaines choses. Hein. Je pense que, je sais pas si t'as probablement vu un film comme Battle Royale, par exemple. Ça en dit long, derrière la violence, derrière, etc. Ça en dit long sur les rapports que les générations peuvent entretenir entre elles, par exemple. Donc voilà. Il y a des films aussi comme Cube, ou, il y aurait énormément d'exemples, mais qui ont, à mon avis, pour fonction de nous interpeller, de nous alerter sur des choses qu'on vit directement. C'est une des forces du fantastique et de la science-fiction. Un des films qui m'a le plus marqué récemment, je sais pas si tu l'as vu, c'est Get Out. Ouais. Donc un film un peu, on va dire, qui tend vers l'horreur un peu psychologique, mais qui a trouvé une manière très très maligne de parler du racisme, en fait. Ouais, donc tout à fait. Ouais. Voilà, il y a vraiment des magnifiques projets fantastiques qui parlent de notre société. Ouais, ou un autre exemple qui me vient là, c'est Her, un film avec Joaquin Phoenix qui est super chouette, et avec la voix de Scarlett Johansson, seulement sa voix. Et en fait, c'est l'histoire d'un type qui est dans une société un peu futuriste, mais pas du tout post-apocalyptique, une société futuriste qui a l'air plutôt clean. Ce type va nouer une relation, mais vraiment une relation avec une intelligence artificielle, donc qui est incarnée par Scarlett Johansson, dont on n'entend que la voix. Et du coup, en fait, ce film en dit beaucoup au fond sur notre rapport aux IA, notre rapport à la communication et notre rapport à l'amour, hein, tout simplement. Comment c'est quoi aimer actuellement. Et c'est rigolo parce que tout au long du film, ce gars-là parle à son téléphone, uniquement son téléphone, quoi. Et pourtant, il y a des choses magnifiques qui se passent entre cette IA et lui. Donc, vraiment, encore une fois, je pense que la science-fiction est très annonciatrice de beaucoup de choses et nous dit beaucoup de choses.
Tu as trouvé, tu disais que t'avais, voilà, en écrivant le premier tome, la première histoire dans l'hangar, tu as trouvé les idées, les ressources pour en faire un deuxième, et tu vas en faire un troisième, si j'ai bien compris. C'est tout à fait. Alors cette fois c'est fini, hein. C'est-à-dire en gros en barricade c'était une seule et même histoire, sans spoiler encore une fois, à la fin de Une cité en flammes, il se passe quelque chose qui fait que très probablement tu auras envie de lire le numéro 3. Voilà, et donc c'est pareil, à la fin du 3, l'affaire est close, hein. C'est-à-dire qu'on tu connaîtras les tenants aboutissants, en tout cas il y aura une vraie fin, quoi. Un des défis d'ailleurs c'était que chaque histoire, donc dans les barricades, Une cité en flammes et Le combat des ombres, donc qui sort le troisième et dernier Roland Garros, qui sort là le 10 novembre, l'idée c'était que chacun ait sa propre identité et puisse se lire indépendamment des autres. Donc voilà, ça j'espère qu'on a réussi à s'y tenir avec l'éditeur. Okay. Voilà, même si encore une fois le tome 3 là va apporter des choses au tome 2. Et donc après là, tu es libre en fait quelque part d'écrire ce que tu veux, de changer d'univers, de changer de style, de genre. Est-ce que tu sais déjà vers quoi tu vas te lancer, ou est-ce que pour l'instant tu explores encore Alors, je pense que je vais délaisser un petit peu au hangar. J'aurai d'autres idées. Puis c'est un univers dont j'ai un peu de mal à sortir parce que encore une fois, je suis un peu feignant, je pense. Hein, donc zone de confort. Quand on a créé son univers, on a plus forcément très envie d'en sortir. Mais il faut quand même que je me mette un petit coup de pied aux fesses là, pour faire autre chose. Et j'ai une autre idée là. Donc j'en ai. Si ça t'embête pas, je vais m'éviter. Enfin, je vais éviter d'en parler trop parce que j'en ai encore pas trop parlé même à l'éditeur. Donc ça serait malvenu. Mais oui, j'ai quelques autres idées là pour un prochain bouquin qui serait plutôt de l'ordre du thriller fantastique, un petit peu comme Passé déterré, disons. Donc je retournerai dans quelque chose de plus réel, de plus contemporain, voilà, avec une petite touche de fantastique quand même. D'accord. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de ton parcours, de ton actualité, et je pense que franchement là ceux qui nous écoutent, s'ils ne t'ont pas encore lu, je pense qu'ils auront l'eau à la bouche et envie de lire ce que tu écris, parce que c'est vraiment original, alléchant. Enfin bon, voilà. Donc voilà, je pense que ça va donner des vocations, j'espère, et de nouveaux lecteurs. Ah bah si c'est le cas, j'en suis ravi, et par avance merci beaucoup à eux et encore une fois à toi, hein, parce que mais c'était franchement un plaisir. On m'avait beaucoup parlé en fait de tes romans. Je l'avoue, un des auteurs qui est passé par ce podcast, qui est passé 2 fois d'ailleurs. Benjamin Lupu. Je vois. Qui a écrit le grand jeu chez Brajlon. Était un grand fan de l'hangar, donc c'est lui qui m'en avait parlé. Bah, grand merci à lui. Alors j'avais déjà eu l'occasion de le remercier parce qu'effectivement j'avais vu qu'il m'avait fait un petit clin d'œil notamment sur Facebook, mais voilà, c'est très gentil à lui. S'il m'entend, voilà, merci beaucoup Benjamin. Bon, je vois, il entend, il est assez fidèle du podcast, je pense qu'il va entendre. Donc, merci pour ton temps. Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Merci d'avoir pris sur ton temps d'écriture pour le prochain univers que tu vas concocter. Et puis au plaisir de se croiser dans les salons, les festivals. Avec grand plaisir. Et donc notamment peut-être aux Imaginales en octobre si on peut s'y croiser. J'en doute pas. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci pour ton temps. À bientôt. Ciao. Merci Mickaël. Salut.